Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de gens considèrent comme purement esthétique, alors qu'il peut parfois en dire beaucoup plus sur l'état général du corps, les skin tags, qu'on appelle aussi acrocordons, ainsi que certaines verrues. Pour beaucoup de personnes, ce sont de petites choses banales. Une excroissance au niveau du cou. Une petite boule de peau sous l'aisselle. Une verrue qui apparaît sur la main, dans une zone de frottement, ou parfois dans une région plus intime. Comme ce n'est pas douloureux dans la majorité des cas, on n'y prête pas toujours attention. On se dit que ce n'est pas grave, que ce n'est qu'un détail de peau, un petit problème de surface. Et pourtant, il est possible de regarder cela autrement. Parce que parfois, ce que l'on voit sur la peau n'est pas seulement un problème local. C'est aussi un message. Une manière pour le corps de montrer qu'il se passe autre chose en arrière-plan. Et plus on commence à comprendre cette logique, plus on réalise que l'objectif ne devrait jamais être uniquement de faire disparaître le petit morceau de peau, mais aussi de se demander « Pourquoi est-il apparu ?» C'est là que le sujet devient intéressant. L'idée ici n'est pas simplement de parler d'une méthode extérieure ou d'un geste à appliquer sur la peau. L'idée est de comprendre ce que ces excroissances peuvent représenter dans l'ensemble du fonctionnement du corps. Parce que si l'on traite seulement l'apparence visible, sans s'occuper du terrain qui a favorisé son apparition, le risque est de passer à côté du vrai problème. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens font. Ils voient le skin tag, la verrue, la petite excroissance, et ils veulent la supprimer. Ce réflexe est compréhensible. Mais la bonne question n'est pas seulement « Comment l'enlever ?» La bonne question, c'est aussi « Qu'est-ce que mon corps est peut-être en train de me dire à travers ça ?» Ce qu'est vraiment un skin tag. Un skin tag, ce n'est pas simplement un défaut esthétique ou une petite irrégularité de surface. C'est une croissance localisée de cellules. En d'autres termes, il y a à cet endroit un petit phénomène de prolifération. Le tissu s'est mis à pousser davantage que prévu dans une zone précise. Dans une logique médicale large, on peut le considérer comme une petite croissance bénigne. Le mot important ici, c'est bénigne. Cela veut dire que cette croissance reste localisée, limitée, qu'elle ne se comporte pas comme une tumeur agressive. Elle ne colonise pas le corps. Elle ne se propage pas comme un processus malin. Mais malgré cela, elle reste une croissance anormale de tissu. Et c'est précisément là que la réflexion commence. Pourquoi certaines personnes développent-elles ce type de petite prolifération de peau alors que d'autres non? Pourquoi certaines en ont une seule, et d'autres beaucoup? Pourquoi apparaissent-elles plus souvent dans certaines zones? Et pourquoi reviennent-elles parfois, même après avoir été enlevées? Les endroits où elles apparaissent donnent déjà un indice. Très souvent, elles se développent dans les zones de frottement ou dans les plis du corps, le cou, les aisselles, sous la poitrine, l'aine, les paupières, parfois d'autres zones moins visibles. Cela montre que la mécanique locale joue un rôle. Mais cela ne suffit pas à expliquer le phénomène dans son ensemble. Car le frottement seul n'explique pas pourquoi certaines personnes sont beaucoup plus concernées que d'autres. Autrement dit, il y a souvent autre chose. La verrue, le skin tag, et l'idée du signal. L'une des idées les plus importantes à retenir, c'est que le skin tag ou la verrue peut être vu comme un indicateur. Un indicateur de terrain. Un indicateur métabolique. Un indicateur hormonal. Un indicateur immunitaire. Peut-être pas dans tous les cas, bien sûr, mais suffisamment souvent pour que cela mérite qu'on s'y attarde. La peau ne fait pas qu'habiller le corps. Elle exprime aussi ce qui se passe à l'intérieur. Elle reflète. Elle compense. Elle réagit. Elle montre. Et lorsqu'elle produit quelque chose d'inhabituel de manière répétée, il est souvent utile de se demander si le problème ne dépasse pas simplement la peau elle-même. C'est exactement pour cela qu'un skin tag ne devrait pas seulement être perçu comme un petit bout de peau en trop. Il peut être une sorte de panneau d'alerte discret, pas forcément dramatique, mais utile. Le genre de chose qui dit « Regarde un peu plus loin ». Le lien possible avec le papillomavirus humain. Lorsqu'on parle de verrue, on entre très vite dans le sujet du papillomavirus humain, ou HPV. Et il faut ici préciser un point important, le HPV n'est pas un seul virus unique. C'est en réalité une grande famille comportant de nombreuses souches, avec des comportements différents selon les cas. Certaines souches sont plutôt associées à des verrues cutanées banales.
D'autres concernent davantage certaines muqueuses. Certaines sont plus anodines. D'autres demandent davantage de surveillance. Donc, dès qu'on parle du HPV, il faut éviter les raccourcis. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est qu'il existe bel et bien un lien entre certaines excroissances cutanées et ce terrain viral. Cela ne veut pas dire que tout skin tag est une verrue virale. Cela ne veut pas dire non plus que tout le phénomène s'explique par le virus. Mais cela fait partie des pistes qui reviennent souvent dans les analyses du sujet. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'un virus est impliqué, cela ramène très vite à une autre question. Dans quel terrain ce virus s'exprime-t-il plus facilement? Car un virus ne s'exprime pas avec la même intensité chez tout le monde. Il y a des organismes qui le gèrent mieux, des terrains qui le favorisent davantage, des contextes hormonaux et métaboliques qui semblent lui laisser plus d'espace. Et c'est là qu'on commence à sortir du simple raisonnement, c'est un virus, donc il suffit de le brûler, le couper ou le masquer. Parce que même quand la dimension virale existe, elle ne supprime pas la notion de terrain. Au contraire, elle la rend encore plus importante. Pourquoi les femmes semblent plus concernées dans certains cas? Un autre élément souvent observé, c'est que les skin tags sont fréquemment mentionnés comme étant plus fréquents chez les femmes, et qu'ils peuvent devenir plus visibles à certaines périodes de la vie, notamment pendant la grossesse. Cela pousse naturellement à regarder du côté des hormones, en particulier des estrogènes. Les estrogènes participent à de nombreux processus dans le corps. Ils ont aussi un rôle dans certains mécanismes de croissance et de prolifération cellulaire. Dans certains contextes, un environnement hormonal plus stimulé peut donc contribuer à créer un terrain plus favorable à certaines petites croissances bénignes. Il faut aussi rappeler que la masse grasse elle-même influence l'environnement hormonal. Plus une personne a de tissu adipeux, plus certaines conversions hormonales peuvent être accentuées. Cela concerne les femmes, mais aussi les hommes. Le tissu adipeux n'est pas passif. Il dialogue avec les hormones. Il en modifie certaines proportions. Il influence le terrain. C'est pour cela que le surpoids et l'excès de masse grasse ne sont pas seulement un problème de silhouette. Ils modifient aussi les équilibres biologiques, y compris sur le plan hormonal. Et quand ce terrain hormonal change, la peau peut parfois emporter une partie du reflet. Le vrai centre du sujet, l'insuline. Mais s'il fallait retenir un seul axe majeur dans toute cette réflexion, ce serait sans doute celui-ci, l'insuline. Parce qu'au fond, c'est là que de nombreuses pièces du puzzle commencent à s'assembler. On retrouve très souvent les skin tags chez des personnes qui présentent une résistance à l'insuline, une tendance au surpoids, une obésité, un prédiabète ou un diabète des triglycérides élevés ou un tableau proche du syndrome des ovaires polykystiques. Ce n'est pas un hasard si ces éléments reviennent si souvent ensemble. La résistance à l'insuline correspond à une situation où le corps répond moins bien au signal de l'insuline. Pour compenser, le pancréas fabrique davantage de cette hormone. Résultat, l'insuline circule en excès, parfois pendant des années. Et même si cela n'est pas toujours visible sur une simple glycémie à jeun, le terrain métabolique, lui, est déjà perturbé. Or, l'insuline n'est pas juste une hormone du sucre. C'est une hormone de stockage, de croissance, de signalisation métabolique très puissante. Lorsqu'elle est élevée trop souvent, trop longtemps, elle finit par influencer énormément de choses: le poids, la faim, l'énergie, le stockage abdominal, l'inflammation, certains équilibres hormonaux, et possiblement aussi la tendance à développer certaines petites croissances bénignes comme les skin tags. C'est là que le regard change complètement. Parce que si les skin tags sont liés, au moins en partie, à un terrain d'hyperinsulinisme ou de résistance à l'insuline, alors ils ne sont plus seulement un problème de peau. Ils deviennent un indice métabolique visible. Pourquoi l'insuline peut favoriser ce type de prolifération? Pour comprendre cette idée, il faut se souvenir que l'insuline n'est pas seulement là pour faire entrer le glucose dans les cellules. Elle participe aussi à des mécanismes anaboliques, c'est-à-dire à des mécanismes de construction, de stockage et de croissance. Quand l'insuline reste élevée de façon chronique, le corps bascule davantage dans un état orienté vers le stockage et certains signaux de croissance. Cela ne signifie pas que chaque personne avec une insuline élevée développera forcément des skin tags. Mais cela veut dire que l'environnement global devient plus propice à ce type de phénomène. Le document d'origine insiste aussi sur un point plus profond, le lien possible avec la fonction mitochondriale.
Les mitochondries sont les petites structures à l'intérieur des cellules qui participent à la production d'énergie. Lorsqu'elles fonctionnent mal, beaucoup de mécanismes cellulaires se dérèglent. Et quand la signalisation métabolique autour de l'insuline est mauvaise, cela peut contribuer à un environnement cellulaire moins stable, moins efficace, plus dysrégulé. Dans cette logique, la petite excroissance visible sur la peau ne serait pas qu'un hasard. Elle pourrait être le reflet d'un désordre plus général dans la façon dont les cellules reçoivent les signaux, utilisent l'énergie, gèrent la croissance et répondent à leur environnement. Quand la peau révèle ce que le métabolisme cache. Beaucoup de gens vivent avec une résistance à l'insuline sans le savoir. Ils n'ont pas encore un diabète déclaré. Ils ne se sentent pas forcément malades. Ils ont juste quelques signes qu'ils n'interprètent pas toujours correctement, plus de ventre, plus de fringales, plus de fatigue après les repas, plus de difficulté à perdre du poids, plus de pulsions sucrées, parfois des troubles hormonaux, parfois des acrocordons, parfois d'autres manifestations cutanées. Et comme ces signes sont vus séparément, la personne ne fait pas toujours le lien. Elle voit le skin tag comme un petit problème isolé. Elle voit la prise de poids comme autre chose. Elle voit la fatigue comme un problème de sommeil. Elle voit les fringales comme un manque de volonté. Alors qu'en réalité, toutes ces choses peuvent parfois faire partie d'un même paysage. C'est pour cela que les skin tags sont intéressants à observer, non pas parce qu'ils sont graves en eux-mêmes, mais parce qu'ils peuvent parfois rendre visible un terrain invisible. Corriger le terrain avant de vouloir seulement corriger la peau. À partir du moment où l'on comprend cela, la stratégie change. Au lieu de se limiter à « comment faire tomber ce skin tag », on passe à une question beaucoup plus utile. Comment modifier le terrain qui a permis son apparition? Et là, le cœur du travail devient métabolique. Dans la logique du document, la priorité est de travailler sur la résistance à l'insuline, l'excès d'insuline, l'environnement hormonal, éventuellement la dominance en estrogène si elle existe et plus globalement la santé du terrain. Cela signifie que l'approche de fond repose davantage sur l'alimentation, la fréquence des repas, la perte de graisse abdominale, la réduction des pics glycémiques, l'amélioration de la sensibilité à l'insuline et le fait de recréer un environnement moins favorable à ces petites proliférations. C'est dans ce contexte que sont évoqués un keto sain et le jeûne intermittent. L'idée n'est pas ici de présenter ces outils comme des solutions miracles universelles, mais comme des leviers pouvant contribuer à faire baisser l'insuline et à améliorer le terrain. Et si le terrain s'améliore, la probabilité de revoir apparaître ce type de lésion peut logiquement diminuer. Le remède local proposé, iode et ail. Une fois cette base comprise, le texte introduit un remède très simple à appliquer directement sur la peau. Il repose sur 2 ingrédients. De l'iode de l'ail frais. L'iode mentionné est une forme utilisée couramment en antisepsie, la povidone iodée. Elle est souvent mieux tolérée qu'une teinture d'iode plus agressive, et elle est utilisée dans différents contextes de soins cutanés. Pourquoi l'iode? Parce qu'elle est connue pour ses propriétés antiseptiques, et dans cette logique, elle est présentée comme intéressante dans les situations où un papillomavirus pourrait jouer un rôle. Le document souligne aussi un lien possible avec l'équilibre hormonal, même si, dans la pratique, le point central ici reste surtout son usage local. Le second ingrédient, c'est l'ail. Et ce n'est pas l'ail en tant qu'aliment global qui est au centre, mais un composé actif particulier qu'il contient, l'allicine. L'allicine se forme lorsque l'ail est écrasé ou coupé. C'est elle qui donne à l'ail une partie de sa puissance biologique. Elle est connue pour ses propriétés antimicrobiennes, notamment contre certains virus, bactéries et champignons. Dans ce contexte, elle est mise en avant comme le composant le plus intéressant de l'ail pour une application locale. Comment l'utiliser selon la logique du document? La préparation proposée est simple. L'idée est de prendre un petit récipient propre, d'y mettre quelques gouttes de povidone iodée, puis d'écraser un petit morceau d'ail frais afin d'en obtenir quelques gouttes de jus. On mélange ensuite les deux. Avec un coton-tige, on applique directement ce mélange sur le skin tag ou la verrue, puis on recouvre avec un petit pansement ou un morceau de ruban adhésif pour maintenir le produit en place. Le geste est proposé 2 fois par jour. Le document insiste aussi sur un point pratique. Il vaut mieux préparer un mélange frais chaque jour, car l'ail perd de sa puissance avec le temps. L'iode, elle, reste stable plus facilement, mais l'ail doit rester frais pour que l'allicine soit encore active. Dans cette logique, certaines personnes pourraient voir une amélioration rapide, parfois en quelques jours.
D'autres auront besoin de plus de temps, surtout si le terrain métabolique reste très déséquilibré. Le texte mentionne qu'il peut parfois falloir jusqu'à 2 semaines d'application régulière. Pourquoi la vitesse peut varier d'une personne à l'autre? C'est un point intéressant. Le document suggère que la rapidité avec laquelle une verrue ou un skin tag diminue pourrait dépendre du niveau de résistance à l'insuline ou, plus globalement, de l'état du terrain. Autrement dit, 2 personnes peuvent appliquer exactement le même mélange, mais ne pas réagir de la même façon. Chez l'une, la lésion diminue très vite. Chez l'autre, elle met plus de temps. Et cela pourrait s'expliquer par le fait que la peau n'est jamais complètement séparée du reste du corps. Cela rappelle encore une fois une idée très importante, le local compte, mais le terrain compte encore plus. D'autres options locales évoquées. Le texte mentionne aussi d'autres options qui peuvent parfois être utilisées localement, comme l'oxyde de zinc, le vinaigre de cidre, l'huile d'origan, mais la préférence clairement donnée dans le document va à la combinaison iode plus ail, présentée comme particulièrement intéressante. Ensuite, il fait une distinction importante avec certaines verrues qui pourraient ne pas réagir assez vite à cette première approche. Si aucune amélioration n'apparaît après environ 1 semaine, il propose de basculer vers une autre stratégie. Le cas particulier des verrues plus résistantes. Pour certaines verrues, 2 autres options sont évoquées. La première est l'acide salicylique, qu'on retrouve souvent dans des traitements vendus en pharmacie. L'idée est qu'il aide progressivement à faire tomber ou réduire la lésion en agissant sur la couche de peau concernée. Le texte évoque aussi une version artisanale consistant à utiliser de l'aspirine écrasée avec un peu d'eau, appliquée localement sous pansement. L'idée repose sur le fait que l'aspirine est dérivée de composés de type salicylé. La seconde option évoquée est une plante traditionnelle, la chélidoine. Lorsqu'elle est fraîche, sa tige libère un latex jaune-orangé souvent utilisé dans certaines traditions pour les verrues. Le texte la présente comme particulièrement puissante dans ce contexte. Le vrai message à retenir. Mais malgré toutes ces options locales, il ne faut pas perdre de vue le message central. Le point le plus important n'est pas seulement de savoir quelle goutte mettre sur la peau. Le point le plus important, c'est de comprendre que si vous développez ce type de lésion, votre corps vous invite peut-être à regarder plus loin. Votre glycémie, votre insuline, votre poids, votre ventre, vos hormones, vos habitudes alimentaires, votre fréquence de repas et votre état inflammatoire global. En d'autres termes, le skin tag est peut-être une petite chose, mais ce qu'il révèle peut être beaucoup plus grand. Pourquoi il faut prendre ce signal au sérieux sans paniquer? Il ne s'agit pas de dramatiser. Avoir un skin tag ne veut pas dire qu'on a une maladie grave. Avoir une verrue ne veut pas dire que tout son métabolisme est détruit. Le but n'est pas de faire peur. Le but est de faire réfléchir. Parce qu'entre l'ignorance totale et la panique, il existe une troisième voie beaucoup plus utile, l'attention intelligente. Voir un skin tag comme un indice n'est pas anxiogène. C'est au contraire une occasion de faire le point. Une occasion de corriger certaines habitudes avant que d'autres déséquilibres ne s'installent plus loin. Et parfois, le corps donne ses avertissements de manière discrète. Il ne commence pas toujours par des crises majeures. Il commence parfois par des détails. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'écoutent les signaux que lorsqu'ils deviennent énormes. Ce qu'une vraie stratégie devrait contenir si l'on suit la logique complète du texte, alors une vraie stratégie comprend 2 niveaux. Niveau 1. Agir localement. Cela consiste à utiliser une approche ciblée sur la lésion elle-même, avec une application locale, régulière, simple et suffisamment constante. Niveau 2. Agir sur le terrain. C'est le niveau le plus important. Il consiste à améliorer la sensibilité à l'insuline, à réduire les pics glycémiques, à calmer l'hyperinsulinisme, à perdre si nécessaire du poids abdominal, et à recréer un environnement intérieur moins favorable à ce type de prolifération. Et c'est seulement quand ces 2 niveaux travaillent ensemble qu'on obtient une stratégie vraiment cohérente. En résumé, voici ce qu'il faut retenir de façon claire. Les skin tags et certaines verrues ne sont pas toujours de simples accidents cosmétiques. Ils peuvent être associés à un terrain particulier, souvent marqué par la résistance à l'insuline, l'excès d'insuline, l'obésité ou le surpoids, certains déséquilibres hormonaux et parfois le papillomavirus humain. Le traitement local proposé dans le document repose sur un mélange simple de povidone iodé et de jus d'ail frais, appliqué localement 2 fois par jour avec un pansement. D'autres options peuvent aussi exister pour certaines verrues, comme l'acide salicylique, l'aspirine écrasée ou la chélidoine.
Mais le message principal reste le suivant. Si vous voulez éviter que le problème revienne, il faut corriger le terrain qui l'a permis. Autrement dit, ne regardez pas seulement la petite excroissance. Regardez aussi le contexte dans lequel elle est apparue. Et souvent, cela ramène à la même question fondamentale. Comment va votre métabolisme? Comment va votre insuline? Comment va votre terrain hormonal? Comment va votre alimentation? Et qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire à travers votre peau? Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que les skin tags et les verrues peuvent révéler sur ton corps, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire si tu avais déjà remarqué ce lien entre peau, insuline et santé métabolique. Et partage cette vidéo avec une personne qui a déjà eu ce problème et qui veut comprendre la vraie cause derrière ce symptôme.